terminé. Monsieur Roussouli s'excuse également pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu se déplacer ce matin, mais il a tenu à nous communiquer son travail. Alors, chez tous les vertébrés, les muscles sont dits moteurs. On a vu qu'il y a une activité soit tonique, soit phasique, donc le rôle est différent en fonction des groupes musculaires. Le squelette, lui, va déterminer éventuellement la façon dont ces muscles vont fonctionner et l'évolution que l'on va voir joue un rôle sur la combinaison entre le muscle et le squelette pour, chez l'être humain, assurer la verticalité et la stabilité. Alors, chez les quadrupèdes, le bassin est organisé de façon à favoriser surtout des muscles qui vont aller vers la propulsion antérieure. On va avoir un développement beaucoup plus important sur la masse cervicale que chez l'être humain, alors que par la station érigée, l'être humain va finalement adapter, en fonction de son incidence pelvienne et de son type de dos, une musculature différente et développer notamment le fessier et avoir un rapport fléchisseur-extenseur qui va devoir être idéal pour maintenir cette stabilité. Alors, les grandes caricatures, c'est de prendre les extrêmes de ces organisations rachidiennes. Si on prend le type 4, on sait que le patient, sur cette grande incidence, a une grande pente sacrée. Donc, il a une position idéale du bassin qui va favoriser plutôt l'accélération, puisqu'il est facilité dans le mouvement de pousser vers l'avant, et donc il va avoir aussi, du fait de ces fortes courbures, une meilleure dispersion des forces de pression, alors que le patient type 2, faible pente sacrée, va avoir une faible lordose, mais va être beaucoup plus efficace sur la poussée verticale et sur l'action de ces muscles qui vont plutôt avoir cette action-là. Le type 1, c'est une situation où, certes, l'incidence pelvienne est faible, mais l'orientation du bassin est telle qu'on va avoir à la fois la possibilité d'une meilleure flexibilité lombaire et passage entre l'accélération et la poussée verticale. Et c'est notamment le cas des gymnastes où on avait montré qu'il y avait, Eric Ebermeyer avait fait un beau travail qui montrait une fréquence très accrue des types 1 chez ces patientes, donc une espèce de sélection naturelle. Tout ceci est lié au fait que la force de contact joue un rôle essentiel dans la façon dont on va utiliser nos muscles et les développer. Cette force de contact qui avait été décrite par Dinet, c'est la somme des stress qui sont exercés par la gravité et la somme des actions musculaires, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça n'est pas l'activité musculaire qui va annuler l'effet de la gravité, c'est l'ensemble de ces forces qui vont s'additionner et qui vont exercer une contrainte sur le rachis. Donc, vous voyez ici ce schéma avec les muscles, notamment les muscles postérieurs qui sont représentés, le mur abdominal et puis surtout cet effet pneumatique de la région abdominale. Et vous avez donc la somme de la gravité, de l'action des muscles lombaires qui vont s'ajouter et créer cette contact force qui va s'exercer sur l'ensemble des segments rachidiens. Chez le sujet normal, on va dire idéal, le type 3, on va avoir une belle harmonisation. S'il n'y a pas de faillite mécanique sur ce squelette, s'il n'y a pas de discopathie, de lésion facétaire, le patient va réussir à équilibrer le ratio entre fléchisseur-extenseur, l'adaptation au niveau des membres inférieurs. On est dans une situation idéale. Chez le patient qui est sur un dos type 4, avec un effet de shear stress sur le segment inférieur du rachis lombaire, l'apparition d'un spondylo, donc d'une instabilité, la gravité va s'additionner aux contraintes antérieures, et là, l'exercice musculaire va être nettement plus important et fatigant pour le patient, alors que sur un dos type 4, il est déjà important. À l'inverse, sur un type 2, on va avoir surtout des contraintes, comme on le sait, de discopathie. La pression va s'exercer de façon prédominante sur cet élément anatomique. Là, les contraintes musculaires vont être moins importantes, sauf s'il va survenir un effet de douleur et de déséquilibre antérieur du fait de ces douleurs qui peut du coup accentuer le phénomène de dégénérescence. Et ici, la représentation finalement de ces différents vecteurs et de la façon dont ils vont s'additionner. Mais sur une personne équilibrée, vous voyez que finalement,
l'addition des forces, normalement, revient à un même contact force. Alors, M. Roussouli voulait insister aussi sur, en pathologie, notamment la déformation, ce ratio homme-femme, qui peut éventuellement aussi être lié avec l'âge au fait que l'adiposité et puis la dégénérescence, l'affaiblissement musculaire pariétal est plus important chez la femme et va avec le poids notamment de la poitrine et du ventre et ce lâchage du mur antérieur vont favoriser un contact force qui est plus important et un déséquilibre antérieur plus marqué chez la femme. Si vous avez en plus de cela un patient qui va progressivement mettre en place des mécanismes de compensation, la contrainte musculaire va être permanente, on va avoir un effet de travail supraphysiologique, on va rentrer probablement dans le domaine de l'activité tonique de certains groupes musculaires, ce qui va aller dans le sens progressif du déséquilibre. Et si par-dessus cela, on rajoute une arthrodèse, un phénomène enraidissant contre lequel le patient a un peu de mal à agir, la décompensation peut être plus rapide, d'où l'importance de l'équilibre rachidien pour préserver la musculature qui est déjà défaillante. Alors juste pour finir l'application en pathologie sur les kyphoses jonctionnelles, Monsieur Chopin a déjà évoqué cette problématique tout à l'heure sur un des dossiers. Lorsqu'un patient développe une kyphose jonctionnelle, il va en fait rechercher un équilibre pour annuler les anomalies additionnées sur l'ensemble de sa station érigée. Et en fonction de sa capacité musculaire, il va avoir une réaction différente. Si on prend ce cas, vous voyez ici le cas d'un patient qui présente une fracture jonctionnelle. Le patient a une insuffisance de balance, il est fixé en rétroversion pelvienne avec une incidence qui est relativement forte. Et de ce fait, il va avoir besoin de compenser sa position par le maintien, s'il a la capacité, d'une hyperextension thoracique. L'activité musculaire est très importante et c'est là l'explication de la contact force, c'est-à-dire que cette activité musculaire supraphysiologique s'ajoute aux contraintes qu'exerce la gravité et l'ensemble va créer une contrainte très très forte sur la jonction qui est capable de produire cette fracture. Le déséquilibre iatrogène chez un patient qui n'a pas cette possibilité de compensation musculaire, soit du fait d'une atteinte neurologique ou d'une atteinte liée à l'âge, va chuter en avant tout simplement et on aura à ce moment-là une PGK par simplement la force de cisaillement que crée la gravité. Je vous remercie.